Great. So, hello everyone. How have people's mornings been today? Has anyone's morning been available today? The answer should be no. Donc la vidéo que tu viens de voir, c'est un extrait d'une conférence de présentation de l'EIP 4844 qui avait pour thème central la data availability. Et donc tu l'as compris, la vidéo du jour va porter sur ce segment précis du marché, à la fois d'un point de vue technique et spéculatif. Parmi tous les narratifs de la grande thèse modulaire, la DA c'est certainement celui qui a fait le plus de bruit depuis novembre 2023. On a d'abord eu l'airdrop de Celestia et de son token TIA qui a fait quasiment un x10, puis on a eu tout un tas d'annonces concernant le développement de solutions concurrentes comme Avail ou Egundier, et enfin évidemment on a eu la mise à jour d'Encun sur Ethereum qui concerne directement la data availability et qui a permis de diminuer les frais sur les L2 de 90%. Donc oui, parmi les narratifs vraiment sérieux de ce bullrun, c'est sans aucun doute l'un des plus évidents à jouer. Mais ça reste quand même un concept obscur pour beaucoup de monde, et c'est normal puisqu'on rentre rapidement dans des choses très techniques et dans des concepts qu'on n'a pas l'habitude de manipuler. Nous on n'est pas ingénieurs dans ce domaine, donc on va pas détailler chaque petit rouage du fonctionnement des couches de DA, ça servirait à rien et personne ne retiendrait tout ça, mais on va essayer d'avoir une vision claire en revenant aux bases de ce qu'est la data availability et de pourquoi on en a besoin. Et évidemment, comme tu as pu le voir sur la miniature, on va passer en revue les 3 plus gros protocoles de DA, et on va parler de leur airdrop ou de leur token s'ils en ont déjà un. Parce que bon, évidemment on aime la technologie, mais on est quand même là pour gagner de l'argent. Moi c'est Risk-Taker, et sur cette chaîne on parle des nouveaux protocoles émergents et de comment bien les farmer. Alors si t'aimes cette vidéo, n'oublie pas de la liker et de t'abonner, parce que je m'attends à ce qu'elle fasse beaucoup moins de vues que les autres. Et on passe directement au cœur de la vidéo. Bon alors, avant de voir ce qu'est une couche de data availability, on va voir ce qu'elle n'est pas. Déjà, ce n'est pas une couche d'exécution, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable d'effectuer des calculs ou d'exécuter des contrats intelligents. Donc on verra pas d'AV ou d'Uniswap sur Celestia, c'est pas fait pour ça. Ensuite, ça n'est pas une solution de stockage d'informations décentralisées pour tout et n'importe quoi, comme peuvent l'être IPFS ou Filecoin. La disponibilité des données, ce n'est pas la même chose que le stockage de données. Le but d'une couche de DA, c'est pas que n'importe qui puisse venir y déposer les photos de son chat ou de ses vacances. Le stockage en lui-même, c'est le fait d'enregistrer des informations qu'on va pouvoir utiliser plus tard, un peu comme tes photos de vacances que tu déposes sur ton drive. Mais la DA, ça consiste à prouver qu'à n'importe quel moment, n'importe qui peut obtenir ces informations. La différence peut paraître un peu floue, mais fondamentalement, c'est pas la même chose. Le stockage, c'est comme dire « Tiens, enregistre ça et renvoie-le-moi quand je te le demanderai », alors que la DA, c'est plutôt « Prouve-moi que tu as cette information » et que n'importe qui peut la récupérer à n'importe quel moment. Donc à première vue, la DA c'est assez simple, ça désigne la capacité d'une chaîne à rendre disponible à un utilisateur une grande quantité de données, et ce à n'importe quel moment. Ouais, alors dit comme ça, on voit pas trop à quoi ça peut servir. En fait, le principe de couche de DA est intrinsèquement lié au principe de roll-up et à la vision qu'on a du futur d'Ethereum. Donc on va revenir un peu sur ce que c'est. Si le fonda ça te branche pas et que tu veux passer directement à l'analyse des 3 plus gros projets, je te renvoie au timecode qui s'affiche à l'écran. Les roll-up, on en voit un peu partout en ce moment, c'est une chaîne qui va déléguer sa sécurité à une autre chaîne jugée plus solide, qu'on va appeler la couche de règlement, ou settlement layer en anglais. Les roll-up les plus connus aujourd'hui sont tous sur Ethereum, on peut citer Arbitrum, Base ou Starknet. Quand tu fais une transaction sur un roll-up, ta transaction va être récupérée par le prover de ce roll-up. Le prover va alors accomplir 2 tâches. Déjà, il va produire une preuve que ta transaction a bien été effectuée, et ensuite il va publier cette preuve sur Ethereum, où elle sera vérifiée par un contrat un peu particulier. Après 12 minutes, lorsque ta transaction est acceptée sur Ethereum de manière irréversible, à ce moment-là, elle a la même solidité que n'importe quelle transaction faite directement sur Ethereum. Mais tu auras payé 50 fois moins cher que si tu avais utilisé Ethereum directement, et c'est là tout l'avantage de passer par un roll-up. Enfin, ça c'est vrai à un détail près. Parce que oui, Ethereum a validé la preuve que ta transaction a bien eu lieu, mais il ne connaît pas le contenu de ta transaction. En gros, il sait que ta transaction est vraie, mais il ne sait pas si tu as minté un NFT ou si tu as fait un swap. Ça veut dire que si tu connais ta transaction, tu peux être sûr qu'elle a bien été acceptée sur Ethereum, mais si tu as simplement la preuve finale, tu ne peux pas reconstruire ta transaction. A première vue, c'est pas très grave, tu sais à peu près ce que tu fais on-chain, et dans le pire des cas, tu vas sur un explorer pour regarder ton historique. Mais à grande échelle, ça pose un vrai risque systémique pour les roll-up. En effet, si ton roll-up disparaît ou tombe en panne pendant une durée indéterminée, comment est-ce que tu fais pour récupérer tes fonds? Alors là, je parle uniquement des assets bridgés depuis Ethereum. Pour les tokens natifs au roll-up, y a rien à faire, mais les fonds bridgés depuis Ethereum, eux, sont stockés sur un contrat sur Ethereum, et ont créé une version miroir sur le roll-up. Donc tu vas aussi avoir des Ethers, des stablecoins, des altcoins, etc. Si aujourd'hui Arbitrum disparaît, ça représente des pertes colossales pour beaucoup d'utilisateurs. Pour s'en prémunir, on doit pouvoir 1. Conserver la preuve que toutes nos transactions sont valides, donc ça c'est la preuve publiée sur Ethereum dont on a parlé juste avant, et 2. On a aussi besoin d'avoir à portée de main l'état actuel du roll-up. Avec ces 2 informations, même si le roll-up disparaît, tu peux venir voir le contrat du roll-up sur Ethereum,
pour récupérer tes fonds. Et la data availability, c'est justement la propriété qui nous garantit l'accès à cette deuxième information à chaque fois qu'on va en avoir besoin. Sans rentrer dans des détails hyper techniques, on peut distinguer 4 niveaux de DA. Pour mieux comprendre ce que ça représente concrètement, on va imaginer qu'on ne parle plus des transactions sur un roll-up, mais d'un match de foot. Imaginons que tu t'intéresses à un match en Ligue des Champions. Le résultat final reconnu par l'UEFA, ce serait l'équivalent de la preuve postée sur Ethereum. Mais imaginons que pour valider ce score, on ait besoin de revisionner les enregistrements du match. Le niveau 0, c'est de ne rien faire et de ne rien savoir. Là, tu n'as aucun moyen de regarder le match, donc rien ne se passe, le score final ne peut pas être validé. Pour transposer ça à notre roll-up, ça signifie que s'il disparaît, tu ne peux pas récupérer tes fonds. Le niveau 1, c'est de regarder un replay du match sur le site internet du diffuseur. Évidemment, tu n'as aucune preuve que le replay est vrai, tu dois faire confiance à cette entité. Mais si tu consultes plusieurs sources centralisées et qu'elles sont d'accord entre elles, tu as de bonnes raisons de les croire. Si on rebascule en crypto, ça correspond à ce qu'on appelle un comité de DA, c'est ce qu'utilise StarkEx par exemple. Pour une partie de leur DA, ils font appel à des acteurs centralisés comme Infura, Nethermind ou Consensus, qui vont garder une trace de l'état du roll-up pour pouvoir l'utiliser en cas de problème. Le niveau 3, ce serait que toi, tes amis et plein de gens sur internet, vous ayez enregistré le match à la maison. Pour un roll-up, ça correspond à utiliser comme source de DA une couche décentralisée et spécialisée uniquement en data availability. Là, on parle de protocoles comme EigenDA, Avail ou Celestia, qui sont les 3 plus connus aujourd'hui. Techniquement, ces protocoles peuvent être très différents. Par exemple, Avail est une L1 souveraine, Celestia est une chaîne Cosmos, et EigenDA est un AVS construit sur EigenLayer, et n'est d'ailleurs même pas une blockchain. Mais évidemment, utiliser ce type de solution coûte plus cher que de simplement faire confiance à un diffuseur. Et enfin, le niveau 4, ce serait que quelqu'un se soit amusé à publier le match dans son intégralité sur Ethereum. Je dis ça parce qu'avant Celestia, Avail ou EigenDA, c'est bien Ethereum qui est la couche de DA la plus solide et la plus utilisée par les rollups. En fait, ça va même plus loin que ça. Si un rollup n'utilise pas Ethereum en tant que source de DA, mais un protocole extérieur comme Celestia ou un comité par exemple, alors ce n'est plus un rollup mais un validium. Ça ne pose pas forcément problème, mais c'est un choix politique et économique. La grande majorité des rollups aujourd'hui sont en fait des validiums, et même les vrais rollups trichent un peu en déposant des données ultra compressées sur Ethereum. Donc Ethereum, c'est la grande solution de DA générique pour les rollups. Mais niveau frais et capacité de stockage, ça pose vite problème. Pour résoudre ces problèmes, récemment on a eu le hard fork d'Encun qui visait entre autres à diviser les frais liés à la DA par 10, mais même après ça, la DA sur Ethereum reste limitée. On a 4 problèmes majeurs. Premièrement, les frais sur les rollups ont été divisés par 20, mais comment est-ce qu'on fait si on veut les diviser par 100 par exemple? Deuxièmement, les données déposées par le rollup sur Ethereum ne sont disponibles que 2 semaines, après quoi elles disparaissent. D'un côté, ça permet de faire chuter les coûts liés à la DA, mais de l'autre, ça signifie que la DA sur Ethereum est temporaire, donc c'est pas hyper rassurant. Troisièmement, certains rollups n'en ont tout simplement rien à faire d'être de vrais rollups. Ils assument complètement le fait d'être des validiums ou des volitions, et d'utiliser une couche de DA beaucoup moins chère. Et enfin, le quatrième problème, qui est le plus important à mes yeux, c'est qu'il y a un nombre limité de blobs. Sur le papier, ça ne devrait pas poser problème pour le moment, puisqu'on a suffisamment de place pour tous les rollups actuels, d'autant plus que le nombre de blobs va grandement augmenter à l'avenir. Mais en réalité, puisqu'on est sur un marché de fous, on a déjà vu de la congestion au niveau des blobs, à cause de ce qu'on appelle les blobscriptions. Donc en gros, des gens ont fait des inscriptions sur Ethereum, et ont pris la place des rollups dans les blobs, ce qui a fait mécaniquement augmenter les frais de transaction sur les rollups. Donc même après le IP 4844, les besoins pour des alternatives à Ethereum sur le sujet de la DA sont toujours aussi importants. Aujourd'hui, on a 3 grands concurrents qui attirent 99% de l'attention. On a Celestia, Avail et EigenDA. Alors, c'est très difficile de comparer ces 3 solutions, parce que déjà techniquement elles sont assez différentes, mais surtout parce qu'on n'a pas de chiffres fiables et définitifs. On peut trouver des chiffres à droite à gauche, mais ils sont souvent publiés par les protocoles en question qui ont tout intérêt à magnifier leur performance. Et on peut ajouter à ça que si on souhaite vraiment comprendre le compromis coût versus sécurité qui a été fait par chacune de ces couches, on rentre dans des choses techniquement hyper complexes. Du coup, on pourrait se lancer dans des comparaisons sans fin, détailler le fonctionnement exact de chaque couche de DA, estimer les performances pour déterminer la meilleure couche de DA à nos yeux, mais de toute manière, tout ça n'aurait aucun intérêt pour nous. Faut comprendre que le modèle économique d'une couche de DA n'est pas du tout similaire à celui d'une DApp. Une DApp va tenter d'attirer des clients finaux, donc du retail qui va venir utiliser les contrats et la liquidité de l'application. Mais une couche de DA, c'est de l'infrastructure, donc leurs clients vont plutôt être des entreprises et d'autres protocoles. C'est un peu comme Chainlink par exemple. Les clients de Chainlink, c'est pas toi et moi, mais ça va être des dApps comme Aave et sa DAO. Et ça change tout parce que c'est pas à nous de choisir quelle couche de DA est la meilleure, mais aux protocoles qui vont les utiliser. Mais bon, on est quand même là pour s'amuser, donc on va plonger dans la tech de chacune d'elles pour se donner une petite idée. Et on commence avec...
La première, celle dont tout le monde a entendu parler sur les derniers mois, c'est évidemment Celestia. Alors Celestia, c'est une chaîne Cosmos avec tout ce que ça implique. Personnellement, je suis pas très fan parce que ça veut dire que tu as 100 validateurs actifs au maximum. Et en ce moment, les 10 plus gros validateurs sur Celestia contrôlent 50% du stake. Sinon, Celestia, c'est une pure couche de DA, donc on n'a pas de DApp sur Celestia, on verra pas d'AV ou d'Uniswap on-chain. Pour info, l'entreprise derrière Celestia a levé 110 millions depuis 2021, ça nous sera utile pour comparer avec les protocoles suivants. Sans trop rentrer en profondeur dans son fonctionnement, Celestia va utiliser différentes techniques pour alléger au maximum le travail des nœuds légers. Les nœuds légers, ce sont les nœuds les plus simples à faire tourner, donc d'un point de vue décentralisation, c'est primordial d'en avoir beaucoup, et pour ça on cherche à diminuer au maximum la quantité de ressources dont ces nœuds ont besoin, afin d'inciter le grand public à en faire tourner. La technique la plus intéressante mise en place par Celestia, c'est le codage d'effacement, et ça mérite une petite explication. Admettons que tu souhaites que Celestia enregistre pour toi le volume intégral du Seigneur des Anneaux. Sur une chaîne classique, chaque nœud complet enregistre le fichier tout entier. D'un point de vue sécurité, c'est top, puisque même en cas de catastrophe, il suffit qu'un nœud survive pour que ton fichier soit toujours disponible. Donc on a une redondance maximale pour une sécurité maximale, et ça pose d'énormes problèmes au niveau des coûts. Chaque participant doit être capable de faire tourner une machine beaucoup plus chère. Une solution, c'est le codage d'effacement. Celestia va prendre ton fichier et le séparer en fragments, un peu comme des chapitres. Ensuite, il va créer des fragments de parité, donc des fragments supplémentaires pour augmenter la redondance de l'information, et va distribuer ces fragments auprès des nœuds en donnant un fragment à chaque nœud. Si un nœud disparaît ou refuse de retourner l'information, Celestia peut recréer son fragment à partir des autres disponibles. Par exemple, si le chapitre 2 du livre disparaît, Celestia va pouvoir le reconstruire à partir du chapitre 1 et d'un fragment de parité. Ça crée une redondance satisfaisante, sans obliger tout le monde à sauvegarder l'intégralité de l'information, donc ça diminue le coût de maintien d'un nœud. Si par exemple tu divises le Seigneur des Anneaux en 62 chapitres et que tu crées 21 fragments de parité, nombre au hasard, ça signifie que la totalité de l'œuvre est accessible, même avec 21 nœuds sur 83 qui trichent ou qui sont détruits. Autrement dit, pour détruire une partie de l'information, il faut détruire 25% des nœuds. Et pourtant, chaque nœud ne sauvegarde qu'une toute petite partie de l'information complète, moins de 2%. C'est un compromis très intéressant qui permet à Celestia de diminuer grandement les coûts de sa DA. Autre technique intéressante, ils font du Data Availability Sampling, ou de l'échantillonnage en français. En gros, quand un nœud léger veut vérifier qu'un nœud complet a bien accès à un bloc, il ne va pas tout vérifier, mais il va simplement vérifier un extrait aléatoire. Et comme tous les nœuds légers vont faire de même, au final le bloc entier est bien vérifié. Là aussi, ça permet d'éliminer la redondance en sacrifiant un peu de sécurité. Côté écosystème, bon alors faut pas trop croire ce type de carte, généralement les projets aiment bien rajouter plein de trucs qui n'ont rien à voir, pour donner l'impression qu'ils sont hyper populaires. Mais on peut quand même noter des projets comme Eclipse, qui est très attendu, ou Manta qui n'est pas là et qui n'intéresse plus grand monde depuis leur airdrop, j'ai l'impression. Mais on a aussi des choses comme Movement, Conduit, Atlayer ou Caldera. En fait, beaucoup de protocoles qu'on retrouve dans l'écosystème EigenLayer sont aussi d'une manière ou d'une autre dans l'écosystème de Celestia. Alors attention, un protocole qui fait partie de l'environnement de Celestia n'est pas forcément un protocole qui est construit sur Celestia et qui va venir consommer du token TIA pour sa DA. C'est simplement un projet qui a une interaction, même minime, avec Celestia. Par exemple, les protocoles de Rollup as a Service permettent de choisir Celestia en tant que couche de DA lorsqu'on déploie son rollup maison. Mais ça ne veut pas dire qu'eux-mêmes utilisent Celestia. Celestia a également déjà son token qui avait été distribué via un énorme airdrop fin 2023. Comme pour toutes les chaînes Cosmos, ce token sert à faire du staking, à valider, à payer ses frais de transaction et à voter pour la gouvernance. Et donc évidemment, il sert aussi à payer les frais de sa DA. À l'heure où j'écris cette vidéo, le token TIA se négocie en dessous des 10$, donc on est très loin de son x10 puisqu'il a quand même bien mangé sur les derniers mois. Il a une FDV d'un peu moins de 10 milliards, donc ça reste quand même, on peut le dire, un gros paquebot. Et actuellement, on a environ 17% de la supply qui est déjà en circulation. Donc si on va sur Token Unlock pour savoir quand ces jetons sont distribués, on a ici une énorme augmentation de la supply fin octobre 2024. Donc on passe de 270 millions à 450 millions de TIA. Et ensuite on va avoir énormément d'inflation en 2025. Ces nouveaux tokens iront dans la poche d'investisseurs, de l'équipe, etc. Donc on n'aura très certainement pas d'airdrop numéro 2. Par rapport à cette libération, on a encore le temps, mais si tu veux vendre avant l'unlock, il faut pas oublier que pour déstaker, tu dois attendre 21 jours. Évidemment, on n'a aucune garantie que le prix baissera, après c'est quand même vraiment un énorme unlock avec beaucoup de gens qui sont en large bénéfice, donc pour compenser, il va falloir trouver énormément d'utilité au token TIA. Parlons-en d'ailleurs, la grande promesse sur Celestia en début d'année, c'était qu'en stakant ces TIA, on allait toucher énormément d'airdrops. Bon, pour le moment, on a eu seulement Saga et Dimension, qui ont quand même régalé certaines personnes, mais je m'attendais à plus d'airdrops sur les premiers mois.
Également, on attend les airdrops liés au liquid staking de Tokentia. Donc sur Celestia, on a deux protocoles principaux pour faire du liquid staking. On a Stride et on a Milky Way. Dans cette vidéo, je te présentais comment staker via Milky Way. Aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à le faire sur Stride qui a l'air d'être plus dynamique. Sur Milky Way, à part leur système de points et quelques positions en DeFi, il ne se passe pas grand chose pour l'instant. Bref, Celestia c'est techniquement très intéressant, mais niveau hype, on est assez loin maintenant de son x10 initial. C'est toujours une bonne idée d'en avoir en staking ou en liquid staking pour jouer des airdrops, mais entre l'unlock fin 2024 et la grosse inflation en 2025, on a des raisons d'être méfiant, donc affaire à suivre. Et la deuxième couche de DA qu'on va voir aujourd'hui, c'est celle qui est développée par Avail. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est pas du tout un classement, il n'y a pas d'ordre du pire au meilleur ou je sais pas quoi. Alors Avail avant, c'était Polygon Avail, donc un projet qui était directement lié à Polygon. Et d'ailleurs, beaucoup de mecs qui travaillent aujourd'hui sur Avail étaient chez Polygon à la base. Avail s'est détaché de la maison mère lorsque c'est devenu un projet à part entière, trop grand pour être sous le contrôle de Polygon. En soi, c'est plutôt une bonne chose, les anciens de chez Polygon étaient visiblement très bons, alors qu'aujourd'hui Polygon c'est un peu devenu un projet à la dérive. Donc c'est tant mieux si Avail s'en écarte pour faire son propre truc. Aujourd'hui Avail n'a levé entre guillemets que 27 millions, mais ça c'est uniquement en seed, et ça a eu lieu récemment, là en février dernier. Donc même si ça peut paraître moins impressionnant que Celestia, c'est aussi beaucoup plus récent, et donc c'est difficile de faire des comparaisons. Pour venir sur le fonda, Avail c'est 3 produits en développement. Le premier, celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est Avail DA, qui est une couche de DA. D'un point de vue technique, c'est une nouvelle L1, avec plus ou moins 1 millier de validateurs et beaucoup plus de nœuds à terme. Et donc comme Celestia, Avail DA utilise des techniques d'échantillonnage pour simplifier le travail des nœuds légers, mais ils utilisent aussi des preuves de validité pour qu'on puisse vérifier à n'importe quel instant que l'information dont on a besoin est bien enregistrée sur Avail. Pour le moment, Avail DA n'est pas disponible en mainnet, donc c'est assez difficile de se projeter, mais ça devrait pas tarder, on devrait le voir dans les prochaines semaines. Le deuxième produit d'Avail, c'est Avail Nexus, qui utilise d'ailleurs Avail DA. Alors là, on touche à quelque chose dont on commence tout juste à entendre parler pour le moment, puisqu'Avail Nexus est un ag layer. En français, on pourrait traduire ça par une couche d'agrégation. C'est un concept qui permettrait d'unifier la liquidité de plusieurs chaînes, et notamment des L2. Comme tu le sais, la vision d'Ethereum aujourd'hui, c'est de déporter l'activité on-chain vers des L2 et de garder la L1 comme couche de règlement. D'un point de vue des frais d'utilisation, c'est très bien, on peut déjà réaliser des transactions sur les L2 pour quelques centimes. Mais le problème, c'est que ça va fragmenter la liquidité. Avant, on avait tout sur Ethereum, donc par exemple, tu n'avais qu'une seule pool en USDT sur AAV, mais aujourd'hui, tu vas en avoir une sur Optimism, une sur Arbitrum, une sur Scroll, etc. Avec pour chacune d'elles un taux d'utilisation différent, un rendement différent, etc. Comme on fragmente la liquidité à plusieurs endroits, on perd en efficacité, et on n'a plus l'effet de réseau énorme qu'on avait sur Ethereum. La solution à ce problème, ce sont les couches d'agrégation, donc les ag layers, et Avail souhaite en construire un d'ici la fin de l'année. Je développe pas trop sur ce sujet, c'est hyper intéressant, donc on aura certainement l'occasion de revenir dessus dans une prochaine vidéo. Et enfin, le dernier produit développé par Avail, c'est Avail Fusion, qui est un protocole de shared security. C'est un protocole qui n'est pas prévu avant mi-2025, donc le bull run sera déjà peut-être terminé à ce moment-là. Mais Avail Fusion, c'est un projet qui permettrait de sécuriser d'autres protocoles en bloquant des fonds de différentes natures dans un mécanisme de preuve d'enjeu. En fait, c'est extrêmement proche de ce que propose EigenLayer, à la différence que sur EigenLayer, on utilise des Ethers déjà stakés, d'où le terme de restaking. Sur Avail, ça ne sera pas le cas, on pourra utiliser un peu n'importe quelle crypto, comme par exemple de l'Ether, mais aussi du Bitcoin, des stablecoins, du Shiba Inu si on a envie. Bref, un peu tout ce qu'on veut tant qu'il y a de la demande en face. Pour le moment, Avail n'a pas de token. Bon, pour aller au-delà du token, qu'est-ce qu'on peut penser concrètement du projet Avail? D'un côté, il y a énormément de buzzwords qui m'intéressent moi personnellement, donc data availability, shared security, ag layer, preuve de validité, tout ça j'aime bien. Et en plus j'ai pas trop de doutes sur la qualité technique de leurs équipes. Ce sont des anciens de chez Polygon, ils ont levé 27 millions, donc aucun red flag de ce côté. Mais par contre j'ai un peu peur qu'ils souhaitent trop en faire et qu'ils finissent par ne rien donner de vraiment excellent. Et ça c'est bête, mais c'est le reproche que le marché fait à NIR par exemple. Parce que NIR ils font aussi de la DA, mais à côté ils font 25 autres trucs et ils changent tous les 6 mois, donc ce côté DA n'aide pas trop le prix du jeton même quand c'est une narrative à la mode. Et je suis même pas sûr que leur couche de DA soit vraiment utilisée. Donc ouais, j'ai peur qu'Avail fasse trop de choses à la fois. Celestia ça a plu aux investisseurs parce que c'était une seule chose, une couche de DA qui fait juste de la DA et rien d'autre. Donc si t'as envie de t'exposer à cette narrative, c'est simple, t'as juste à acheter le token de Celestia. À côté de ça, Avail c'est une couche de DA, mais c'est aussi un ag layer et une couche de sécurité partagée. C'est aussi un reproche qu'on pourrait faire à EigenLayer d'ailleurs, puisque eux aussi font un protocole de restaking et une couche de DA. Dans leur cas, c'est un peu plus mitigé puisque leur protocole de restaking sera utilisé par des couches de DA concurrentes à EigenDA, comme Espresso,
et par des aglayers comme Espresso ou Polymer qui pourraient prendre tout le marché avant même qu'Avel Fusion ne soit fonctionnel. Les mecs chez EigenLayer savent qu'ils ne peuvent pas tout faire eux-mêmes, donc ils travaillent avant tout sur leur solution de restaking. Ça permettra ensuite à d'autres équipes de venir créer des choses dessus. J'ai un peu peur qu'Avel n'avance pas assez vite et se retrouve à la traîne lorsque la concurrence aura déjà tout mangé. Bon après c'est amené à évoluer, peut-être que ça se passera très bien, mais c'est une inquiétude que j'ai. Et en parlant d'EigenLayer, ça nous permet de faire la transition vers EigenDA qui est la solution de DA de chez EigenLayer. Avant tout, il faut bien faire la distinction entre EigenLayer d'une part, donc le restaking, les points, le token Eigen, et EigenDA d'autre part, qui est une couche de DA qui utilise EigenLayer comme n'importe quel autre AVS. J'ai pas trouvé d'infos sérieuses là-dessus, mais j'ai la sensation que Sriram Kannan, donc le fondateur d'Eigen, souhaitait d'abord construire une couche de DA et qu'il a imaginé EigenLayer et le restaking dans un second temps. Alors EigenDA c'est un peu particulier dans la forme. Dans le fond, ça reste une solution de DA décentralisée comme Celestia et Avail, mais techniquement, ça n'est pas une blockchain. Ça pourrait plutôt s'apparenter à un comité de DA permissionless et avec des incitations économiques. Si on s'attarde un peu sur le fonctionnement d'EigenDA, ça ressemble à ça. Un séquenceur va récupérer les transactions, donc là en l'occurrence les transactions ce sont des données à conserver. Chaque protocole client d'EigenDA va lui-même gérer un séquenceur, qui sera soit centralisé, soit décentralisé. Ils peuvent également choisir de déléguer la gestion de ce séquenceur à EigenLabs ou à toute autre tierce partie. Lorsque ce séquenceur va récupérer les transactions, il va les ordonner et les envoyer au disperseur. Alors le disperseur c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs si je dis pas de bêtises. Son rôle principal ça va être de disperser les données que lui donne le séquenceur auprès des nœuds d'EigenDA. Pour ça il va utiliser des techniques de codage d'effacement comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec Celestia, pour envoyer des morceaux de l'information à chaque nœud disponible. Chaque nœud va ensuite signer pour confirmer qu'il a bien reçu ces données. Le disperseur va récupérer toutes ces signatures et va les publier sur Ethereum. Donc si un nœud ne fait pas correctement son travail, on peut voir sa signature sur Ethereum, donc on sait qu'il s'est engagé à bien faire son travail, et donc on peut le slasher. Les nœuds sur EigenDA ne sont pas des nœuds comme sur Bitcoin, en fait ça correspond plus à des mineurs ou à des validateurs. Ces nœuds sont entretenus par les opérateurs pour lesquels on peut déléguer notre stake. S'ils se comportent bien, ils sont récompensés, sinon ils sont punis, ça c'est le truc classique. Pour le moment, il y a un seul disperseur pour tous les AVS et il est géré par EigenLabs. Un peu comme le prouveur d'un rollup, il peut théoriquement censurer des transactions, mais il ne peut pas mentir et imaginer de fausses transactions. Bon, ça reste centralisé, donc on attend de voir comment l'équipe compte décentraliser cette partie hyper importante d'EigenDA. En général, quand on veut décentraliser quelque chose, on lance un token, donc on peut s'attendre à ce que le token d'EigenLayer soit également celui d'EigenDA. Pour se qualifier à son airdrop, il n'y a pas de secret, il faut restaker des Ethers sur EigenLayer et les déléguer à des validateurs qui valident EigenDA. Et du coup on peut déléguer puisqu'EigenDA vient tout juste d'être lancé, on en avait justement parlé dans la dernière vidéo. Pour le moment c'est toujours une version bêta, donc on va devoir patienter quelques jours ou quelques semaines avant de voir les clients d'EigenDA l'utiliser pour de vrai. Là en vrac, parmi les premiers protocoles qui vont utiliser EigenDA, on a Altlayer, Caldera, Movement et Polymer, donc que des projets à suivre. D'ailleurs je fais un aparté sur la délégation sur EigenLayer. Dans la dernière vidéo on avait délégué sur Infstone, qui faisait partie des opérateurs les plus sérieux, mais on se demandait s'ils comptaient valider tous les AVS. Bah on dirait que oui, parce que pour le moment ils sont sur tous les AVS qui sont sortis, et ils ont même lancé un programme de points pour les adresses qui leur délèguent des fonds. Là actuellement je suis 93e au classement, donc ça fait plaisir d'être si haut même si c'est que le début. Évidemment je m'attends à rien, mais si t'as pas encore délégué sur EigenLayer et que t'es toujours là, je t'invite à passer par le lien référé en commentaire épinglé. Les mecs ont annoncé $1 million de récompense pour les premiers entrants, on connaît déjà la répartition, donc ça peut pas faire de mal. Alors évidemment les solutions qu'on a présentées ne sont pas les seules, on a aussi NIR que je trouve plutôt intéressant et qui annonce de grosses performances pour leur solution DA. Le token avait bien performé avant de chuter, mais je me méfie encore de NIR et j'ai jamais franchi le pas. En fait j'ai vraiment du mal à comprendre où ils veulent aller. On a encore vu un exemple récemment, d'un côté ils développent une couche de DA soi-disant 10 fois moins chère et 3 fois plus rapide que Celestia, mais à côté ils vont aller travailler avec EigenDA pour construire un aglayer quasiment instantané pour les L2. Du coup pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas leurs propres outils? Les mecs vont vraiment dans tous les sens, j'arrive pas à les suivre. On peut également penser à Crust Network et à sa solution ETHDA qui font des pieds et des mains depuis quelques mois pour essayer d'exister. Mais la charte est vraiment trop dégueu, ils ont fait un moins 99,7% par rapport au top du bull, donc j'imagine que les investisseurs sont trop frileux pour rentrer. Les autres je connais mal, mais soit ce sont des vieux projets qui n'ont pas de vraie clientèle et pour lesquels je ne m'attends à rien, soit ce sont des projets qui ne sont encore qu'à l'état d'idée, donc difficile à juger pour le moment. Dans l'absolu, toutes les blockchains font de la data availability, donc beaucoup de protocoles à venir vont s'orienter en partie là-dedans. Espresso par exemple, qui est un séquenceur décentralisé qu'on pourra utiliser pour construire un aglayer, va inclure une partie de DA dans son fonctionnement. On peut penser à Kyve aussi, dont absolument personne ne parle aujourd'hui,
mais qui m'a fait plutôt bonne impression, donc j'en ai acheté un peu. Bref, même si on a passé en revue les 3 plus gros protocoles de DA, on aurait encore beaucoup à explorer. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu t'aider à appréhender ce qu'est la data availability. C'est vraiment pas un sujet évident, et pour le moment on n'a pas beaucoup d'informations disponibles sur le YouTube francophone. En attendant, je te souhaite une bonne journée, et je te dis à bientôt dans la DeFi. Salut!